Salut Emna. Coucou Émilie. Écoute, je suis ravie de te retrouver. J'ai hâte que tu nous en dises un petit peu plus sur toi. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup avant tout pour l'invitation. Figure-toi que c'est la première fois que je suis invitée à un podcast en tant qu'invitée. Et donc, c'est hyper excitant et très cool. Donc, merci pour ça. Alors, comment je me définis? Je me définis comme speakerpreneur. Speakerpreneur, c'est quoi? C'est un peu un terme qui combine speaker et entrepreneur. Et donc, voilà, c'est assez clair. En fait, je suis une entrepreneur qui est spécialisée dans la prise de parole en public dans le cadre professionnel. Maintenant, je peux Génial. aller plus dans les détails. On Ouais, verra. carrément, on a hâte, on a hâte. Donc, c'est quoi la prise de parole en public? Est-ce que déjà ça se définit comme toute prise de parole en public? C'est celle qui se fait devant une audience dans une salle, la prise de parole en public face caméra? Mm. Est-ce qu'il y a une spécificité pour les prises de parole qui nécessitent un pitch? Est-ce que tu peux justement nous débroussailler tout ça? Waouh, ok. Donc, longue question, peut-être longue réponse, on verra. La prise de parole en public, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à faire passer un message de manière efficace à l'oral. Ça, c'est un peu la définition de base. Maintenant, ça se décline bien sûr en différents formats. C'est-à-dire que si on s'adresse face caméra ou devant un public ou en podcast ou en vidéo ou sur YouTube, etc., il y a des petites différences, mais fondamentalement, la base reste similaire. Il y a des techniques qui existent tant au niveau du fond que de la forme pour faire passer un message de manière efficace. Génial. Comment tu es arrivée à faire ce métier? C'est une cool histoire. Moi, je suis très heureuse et très épanouie dans mon métier parce que j'ai pu, en quelque sorte, le créer. C'est-à-dire que, comme une certaine partie des entrepreneurs, en tout cas, on est un petit peu amené à créer notre métier parce que ça part d'une idée, d'une expérience, d'une rencontre. À la base, moi, j'ai fait des études en management international, donc très axé business, etc. Et j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai été amenée à faire de la consultance, à être brand manager dans des grands groupes, à travailler en start-up. Et puis, au moment où je travaillais en start-up, j'ai été amenée à modérer, animer un salon digital de l'entrepreneuriat pendant 6 jours. Et donc, pendant 6 jours, du matin au soir, tu avais des experts qui défilaient. Et voilà, moi, je les interviewais ou je modérais des tables rondes. Et j'ai vraiment hyper fort kiffé, en fait. J'ai kiffé ce moment. Et j'ai eu en même temps beaucoup de retours en disant « Ah, Emna, c'était trop cool, c'est trop chouette ». Et puis certains aussi qui disaient « Apprends-moi à parler comme ça ». Je dis « Bah, ok ». Et donc, ça a fait un petit déclic où je me suis dit « Bah, tiens, j'ai toujours été à fond dans l'univers du business et de l'entreprise. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Et à côté, j'ai toujours été très active aussi dans tout ce qui est performing arts en anglais, donc les arts de la scène, que ce soit du théâtre, de l'impro, du chant, de la danse. Et je me suis dit, bah tiens, en fait, ça m'a vraiment fait un déclic où je me suis dit, et si je fusionnais ces deux mondes ensemble, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer parce que en parallèle aussi, il y avait cette fibre de l'entrepreneuriat, cette fibre de l'indépendant qui était déjà là, plus la fibre de ah tiens, il y a un projet là, on touche à quelque chose où moi je vais kiffer et je vais amener de la valeur aux gens parce qu'il y a une demande aussi sur le marché. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Ok, génial, merci. Alors, tes clients, ce sont des entrepreneurs, si je comprends bien, mais justement, qu'est-ce que tu leur apportes dans ton aide pour qu'ils prennent la parole en public? Qu'est-ce que tu vas faire avec eux comme travail? Et quel type d'événement pour quel type d'événement ils vont avoir besoin finalement de faire appel à tes services? Mhm. Alors, mes clients, ce sont des entrepreneurs, entre autres, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs, il y a des dirigeants d'entreprise et il y a des experts, experts en tout genre. Et effectivement, ils vont venir chacun avec une demande particulière. Un entrepreneur, typiquement, pourrait venir pour faire une demande par rapport à un pitch. Voilà, je suis amenée à pitcher, que ce soit pour un concours ou pour une levée de fonds ou autre. Aide-moi par rapport à ça. C'est un exemple. Deuxième possibilité, ça peut être quelqu'un qui vient parce qu'il a un discours à prononcer. En général, ça peut être les dirigeants d'entreprise lors de la fête de fin d'année, quelque chose comme ça. Troisième option possible, c'est un expert qui peut aussi être un entrepreneur ou un dirigeant, mais il est reconnu pour une certaine expertise et on lui a demandé de prendre la parole lors d'un congrès, une conférence, un séminaire. Ça, c'est un petit peu les trois types de profils qui viennent assez souvent. Maintenant, ça peut être monsieur, madame, tout le monde aussi qui simplement stresse
au moment de parler en public, de lever la main pour poser une question dans une salle, de passer une interview, de faire un podcast, de passer dans les médias. Voilà, ça peut être assez large. Et en fonction de la personne et de la demande, il y a un travail qui se fait. Le travail, il peut être similaire, donc il y a un tronc commun pour tous par rapport à la prise de parole en public. Il y a des principes, il y a des techniques communes à tout le monde. Et puis, en fonction de la spécificité de l'intervention, si on fait une conférence de 45 minutes ou une keynote de 20 minutes un peu à la TEDx ou un pitch de 3 minutes ou une apparition dans les médias, etc., il va y avoir des petites différences. Et ensemble, on travaille avec mon client par rapport à ça. D'accord, super. Est-ce que la prise de parole en public, ça peut devenir un bon moyen d'acquérir des clients? Est-ce qu'il y a une stratégie pour justement utiliser la prise de parole en public pour pouvoir faire une acquisition client? Ouais, mais pour moi, la prise de parole en public, c'est un outil marketing comme un autre. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir envie de communiquer au travers de publications sur Instagram, d'autres vont faire des vidéos YouTube et d'autres vont faire des conférences. Donc, c'est vraiment un outil comme un autre. Et donc, oui, c'est un canal d'acquisition parce que simplement, alors il faut que ce soit bien présenté. Il faut terminer en donnant envie aussi aux gens de devenir clients. Mais c'est complètement ça parce qu'on est vraiment là pour partager son message et parfois pour dire, voilà, si vous voulez aller plus loin, voici les options qui s'offrent à vous. Donc oui, c'est la visibilité en fait. Hein. Tout entrepreneur, toute entreprise a besoin de visibilité pour attirer des clients. Et la prise de parole en public est un canal parmi d'autres. Une conférence, un passage dans les médias, une vidéo, un podcast. Voilà. Comment tu réfléchis la prise de parole en public si tu as différentes audiences pour que tout le monde soit intéressé et touché finalement par le discours de la personne? Ouais. C'est une super bonne question. Et là, on touche à quelque chose de fondamental et d'essentiel. Et tu l'as dit, c'est l'audience. Dans la prise de parole en public, en fait, souvent, les gens ont tendance à penser que la personne la plus importante, c'est le speaker. Or, pas forcément. La personne la plus importante, en fait, c'est l'audience. C'est l'audience à laquelle on s'adresse parce qu'on veut faire en sorte… Moi, je dis toujours, ne prenez pas la parole si c'est pour flatter votre ego. La prise de parole en public, c'est pour amener de la valeur. Et c'est pareil aussi pour n'importe quel autre canal. Hein. Si tu fais une publication Instagram ou LinkedIn ou que sais-je, si c'est pour parler de toi, aujourd'hui, j'ai fait ça, ok. Et parfois, ça fonctionne et c'est top. Je pense par exemple aux influenceurs lifestyle, etc. Ça inspire les gens et donc c'est cool. Maintenant, moi, je suis dans un cadre plutôt professionnel où je dis, fais en sorte d'amener de la valeur. Et donc, l'audience va être très importante parce que typiquement, moi, si je m'adresse à des étudiants ou des étudiants en mathématiques ou des étudiants en communication ou des entrepreneurs qui cherchent à lever des fonds ou des dirigeants ou à des femmes qui veulent sortir de la timidité, c'est juste pas la même chose. Tu vas pas t'adresser de la même manière, pas avec le même niveau de détail parce que les personnes n'ont pas le même niveau de connaissance. Et donc, c'est toute une adaptation. Donc, pour répondre à ta question, comment on fait pour s'adresser à plusieurs audiences? Si vraiment tu es obligé d'être face à une audience diverse, eh ben, tu fais quelque chose d'assez général pour t'assurer que celui qui a le niveau de connaissance le moins élevé puisse accéder à ce que tu racontes, à la connaissance, mais que tu puisses aussi apprendre quelque chose à celui qui est relativement avancé. Maintenant, c'est pas l'idéal, c'est de connaître son audience et de personnaliser au maximum. Intéressant. Et c'est quoi la différence entre prendre la parole en public et pitcher? D'ailleurs, est-ce que tu peux nous faire un point justement sur la différence entre un pitch, une keynote, une conférence, un discours, une présentation au boulot, à l'école ou à l'UNIF, pour qu'on ait un petit peu une vue générale en fait de toutes ces manières différentes de prendre la parole en public? Ouais. Alors, il va y avoir des différences au niveau de la durée, par exemple. Typiquement, la conférence qui dure 1h30, 1h45 minutes, versus la keynote, on entend dans le nom keynote, donc key, c'est l'idée clé. Donc, dans une keynote, on vient avec une idée. On ne va pas commencer à développer pendant 3/4 d'heure un super long truc avec du détail. On vient avec une idée et en général, ça dure 15 à 20 minutes. Typiquement, pour ceux qui connaissent les conférences TEDx, on est sur ce format-là qui est de maximum 18 minutes. Ensuite, on a le pitch. Le pitch qui peut varier, ça peut être 10 minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être 3 minutes, ça peut être 1 minute, ça peut être 30 secondes, l'elevator pitch, le pitch de l'ascenseur. Donc, il y a une différence par rapport à la durée.
Ensuite, il y a une différence dans la tonalité. C'est-à-dire que dans une conférence, on va être plutôt dans de l'instructif. Donc, on va quand même rentrer dans un certain niveau de détail et on va enseigner quelque chose, éduquer les gens. Dans la keynote, on va être un peu plus dans l'inspiration, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps pour développer. Donc, on va venir donner une idée et faire en sorte que les gens, qu'il se passe quelque chose dans leur tête, qu'ils soient inspirés par ça. Le pitch, on est typiquement dans quelque chose de super persuasif. On veut convaincre. Donc, la manière d'approcher la chose est différente. Voilà, ça, c'est des exemples de différenciation. Alors, une autre différence aussi, c'est un facteur de différenciation, c'est le support. Typiquement, si je prends un discours, en général, on ne fait pas un discours avec des slides. Alors qu'une longue conférence de 45 minutes, en général, il y en a parce qu'on veut aller dans le détail, donc on va quand même montrer des graphiques ou autres. Un pitch, il peut y avoir des slides, mais pas 150. 3 peut-être, ou 10, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, ça, je dirais, c'est vraiment les 3 grands facteurs de différenciation selon les formats. D'accord. Et au niveau de la structure, en fait, du travail préparatoire, est-ce que toutes les prises de parole sont scriptées? Est-ce qu'on vient lors de la prise de parole avec un texte écrit, des bullet points? Comment ça se passe en fait? Est-ce que tout est vraiment travaillé en avance ou est-ce qu'il y a quand même une part de spontanéité et donc d'authenticité lors de cette prise de parole en public? Parce que Ouais. finalement, c'est aussi cette authenticité qui va créer de l'émotion et donc un lien avec l'audience et un attachement. Hein. Donc il faut pas se perdre entre, je pense, le travail complètement préparé et appris par cœur hein, et cette spontanéité nécessaire en fait pour justement créer cette émotion et ce lien avec le public. Bah, quelque part, tu as déjà répondu à la question et le mot magique, je crois, c'est authenticité. En tout cas, dans la manière dont moi je vois les choses et dans la manière dont je travaille et j'enseigne, c'est hyper important. Et c'est ce qui nous différencie aussi quelque part des acteurs et des comédiens. Parce que parfois on dit, ah ben tiens, est-ce que je devrais regarder les acteurs et les comédiens pour m'inspirer et me former à la prise de parole en public? Oui, pourquoi pas. Maintenant, la différence entre un comédien, acteur et un speaker, un orateur, c'est que le comédien, acteur, il va prendre la place de quelqu'un d'autre. Et donc, il va jouer, hein, il va être quelqu'un d'autre. Alors que le speaker, l'orateur, c'est à l'opposé, en fait. Le but, c'est de revenir à l'essence de qui tu es vraiment et quel est le message que tu veux faire passer. Vraiment, ce qui t'importe réellement, ce qui est important pour toi. Donc l'authenticité est hyper importante et pour accéder à cette authenticité, c'est important effectivement d'avoir un juste équilibre entre la préparation tellement importante dans la prise de parole en public et la spontanéité. Et j'insiste là-dessus parce que je vais prendre aussi l'exemple ici des stand-uppers, par exemple. Donc les gens qui font des comédies stand-up, on a l'impression qu'ils sont tellement spontanés, n'est-ce pas? Ils sont là, ouais, salut, ça va ce soir et tout, vous allez bien? Comme si on était entre potes. Alors qu'en fait, en tout cas pour les vrais, les professionnels, ceux qui sont high level, je sais pas, Gad Elmaleh et compagnie, je te jure que c'est scripté à la virgule près. C'est à la virgule près. Il sait à quel moment il va faire une pause de 3 secondes, il va regarder le public, il va lever les yeux en l'air, il va prendre un soupir. C'est scripté. Maintenant, ils sont capables aussi de s'adapter. Et typiquement, tu le sens hein, quand tu regardes un truc d'impro ou un spectacle d'humour et qu'il y a quelqu'un qui a réagi dans le public et qui a fait ouais, qui a crié un truc, tu sens que le comédien il est un peu déstabilisé, genre wow, ok, il s'est passé un truc, je vais réagir parce que c'est cool et que je veux avoir une connexion avec mon public, mais tu sens qu'il est sorti de son dialogue en fait, il est sorti de sa pièce de théâtre en quelque sorte, et puis hop, et c'est en mode bon, j'en étais où moi? Hop, on replonge dans le fil de ce qui est prévu. Donc voilà, la préparation est hyper importante. Maintenant, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui ont besoin d'avoir un texte écrit mot à mot, et c'est OK. Et il y a ceux qui ne peuvent pas faire ça et qui du coup vont avoir plutôt des bullet points ou une ligne de métro, tu sais, genre tu sais quelle est ta direction, tu sais quels sont tes arrêts. Voilà, je sais qu'à un moment donné, je vais devoir parler de ça, puis de ça, puis de ça, puis de ça. Maintenant, si je fais 20 fois la même conférence ou la même présentation, ça ne sera pas chaque fois la même phrase au mot près qui va ressortir.
C'est OK. Chacun son style et chacun doit faire en fonction de ce avec quoi il est à l'aise. Mais la ligne de métro, les arrêts nécessaires, les bullet points, ça, c'est la base quand même. Ce qui est génial aussi, c'est tu as parlé de travail préparatoire, mais ce qui est important aussi, c'est l'entraînement. Parce que plus tu t'es entraîné, plus tu es préparé, plus tu as confiance en toi et plus tu es capable aussi de garder cette direction en sortant un petit peu et en donnant de la spontanéité. Ça me fait vraiment penser au travail d'acteurs qu'on pense qu'ils sont bons dès la première scène. Et en fait, ils se sont entraînés, mais 70, 100 fois pour finalement que le réalisateur valide la scène qu'on va garder et qu'on va monter. Donc, ce travail préparatoire est vraiment, vraiment essentiel pour avoir confiance en soi, je pense. Ouais. Je confirme à 100%. Et super. Et justement, si on parle de travail préparatoire, on va revenir un petit peu à avant, au slide. Qu'est-ce que tu peux donner quelques astuces ou nous dire comment tu conseilles de rédiger justement les slides? Ouais. Mon conseil, c'est si tu peux éviter les slides, évite. D'accord. Et Pour ça, tout c'est type vraiment... de prise de parole en public? Ouais. Franchement, pour tout type, si tu peux éviter, évite. C'est absolument pas... Enfin, c'est pas si tu peux éviter, évite. C'est juste, c'est pas nécessaire. C'est D'accord. pas nécessaire. Les gens, il y a tellement de gens qui se disent « Ah, j'ai une présentation à faire, j'ai 60 slides à faire. » Non, mais la question, c'est pas combien de slides tu as à faire. C'est 1, quel est le message que tu as envie de faire passer? 2, quelle est la durée que tu as pour le faire passer? 3, comment tu vas le faire? Et là, on peut parler des éventuels slides. Mais les slides, c'est un support visuel. Support. C'est-à-dire que je dis toujours, et encore, c'est super drôle parce que la vie, quoi. Il y a quelques jours, je coachais un client et je lui dis, il avait presque 80 slides pour une conférence qui durait, je pense, 45 minutes. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait ouf, ok, bon, on va voir dans quelle mesure est-ce qu'on les garde ou pas. Maintenant, si les slides sont assez simples et épurés, ça peut passer. Mais je lui ai dit, écoute, tu fais comme tu le sens, juste, j'aime bien dire à mes clients, si jamais il y a une coupure d'électricité et il n'y a plus rien qui fonctionne, et donc tes slides compris, tu dois être capable de continuer. The show must go on. Tu dois être capable de quand même donner ta présentation. Et là, quand il a entendu ça, il est en mode « What ?» Et figure-toi que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un bug technique et il n'a pas eu ses slides. Dingue. Et ça arrive tellement plus souvent qu'on le croit. Soit il n'a pas ses slides, soit il y a un bug, soit le truc ne fonctionne pas très bien, ou alors les animations ne fonctionnent pas. Enfin bref. Donc, je dis toujours, fais en sorte que tu puisses assurer ta présentation sans slides. Et les slides, c'est un support visuel, tant mieux si tu l'as. Et si tu décides d'en avoir, uniquement si ça amène quelque chose à ta présentation. Par exemple, tu parles de quelque chose que tu veux illustrer visuellement, ok, tu peux le montrer. Mais reste simple. Et donc, la règle que j'aime bien donner, c'est un slide égale une image ou un slide égale un mot. Si tu fais ça, c'est déjà top. Et Emma, par rapport au bug technique, est-ce que tu conseilles pas justement d'aller faire des vérifications dans la salle avant, des lumières, du logiciel, de s'entraîner justement une première fois avant pour être sûr que tout fonctionne et qu'il n'y ait pas de bug technique? Ouais, complètement. C'est bien sûr, évidemment, que je le recommande. Et en fait, dans la prise de parole en public, il y a le avant, il y a le pendant et il y a le après. Dans le avant, il y a toute cette préparation au niveau du fond, au niveau de la présence scénique. C'est le travail qu'on fait beaucoup ensemble avec mes clients. Et il y a le pendant. Et donc, mais juste avant le pendant, donc on est entre le avant et le pendant, il y a tout ce qui est préparation mentale, comme les sportifs, où on leur fait une préparation mentale. Et avant de monter sur le terrain, voilà, il y a vraiment tout un truc qui se fait pour te préparer et monter en étant à bloc. Et il y a la préparation technique. Et ça aussi, c'est quelques minutes avant de monter sur scène, mais en fait, c'est quelques heures de préférence. Et donc, si c'est une présentation en présentiel,
je recommande d'arriver quelques heures en avance pour discuter avec l'ingénieur du son, avec le responsable des lumières, etc., etc. Parce que, de nouveau, j'ai déjà eu le cas aussi avec des clients où tu arrives, parfois même, tu fais les tests, tout est bien, et au moment même, ça ne fonctionne plus. Et ça fait vraiment chier. Mais bon, voilà, ça, c'est plus dans tes mains. Toi, tu as fait ce que tu pouvais. Mais aller en avance, checker les lumières, parce qu'il n'y a rien à faire. Quand tu parais en vidéo, hein, que ce soit en vidéo ou en présentiel, si tu n'as pas une bonne lumière, l'impact va être différent. Le son, pareil, que ce soit en vidéo ou en présentiel, si le son n'est pas agréable, pas top. Et donc, tout ça, ce sont des choses à faire en amont. Et donc, quelque part, le responsable technique, on va dire, est ton meilleur ami. Parce que tu as beau avoir préparé ton truc super bien, si techniquement parlant, le jour J, c'est bof, ça va vraiment avoir un impact sur ton impact. Et si le son est pas bon, les gens ne t'écoutent pas. Donc, ton message, il pourra clairement pas être délivré. Est-ce que dans l'avant, il y a aussi un travail de branding? Je m'explique de deux manières, c'est-à-dire travail de la gestuelle que tu vas utiliser, qui est préparé, comme mettre ou pas les mains dans les poches, gérer le pupitre, et un travail au niveau vestimentaire pour justement être en cohérence peut-être avec le message que tu vas véhiculer oralement. Ouais, j'adore cette question. J'adore cette question parce que alors, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas super fan de faire attention à comment elle s'habille. Enfin, je suis juste, enfin, voilà, c'est pas mon truc délire, mais c'est important. Et c'est intéressant d'explorer un petit peu les thématiques liées à, je sais pas exactement comment appeler ça, mais l'habillement en cohérence avec qui on est. Et donc, tu sais, par rapport à le conseil en image, en fait, c'est le conseil en image. Je trouve ça intéressant. Et je trouve que tout le monde devrait le faire, en fait, parce que ton corps, ta morphologie, la couleur de ta peau, la couleur de tes cheveux, de tes yeux, etc., va définir le type de vêtements qui va te mettre en valeur, les couleurs qui vont te mettre en valeur, le type de bijoux. Encore récemment, là, je découvrais que moi, l'or me va mieux que l'argent. Ok, donc mes bijoux, je vais plutôt aller vers ça. Et il y a vraiment une science ou une discipline, en tout cas, derrière ça. Et donc, moi, à mon humble niveau, je prends ça en considération aussi avec mes clients. Et quand on arrive vers la fin du coaching, allez, je vais dans leur garde-robe et on regarde ensemble, OK, qu'est-ce que tu vas mettre en fonction de la vibe que tu as envie de véhiculer. Typiquement, est-ce que tu as envie d'être en basket blanche ou est-ce que tu as envie d'être en talons? Ça change tout. Ça change tout. Est-ce que tu as envie d'être en noir, en tailleur noir ou en joli pull rose comme là tu as toi maintenant? Ça dit qui tu es. Complètement. Et donc, c'est très important. Dans la vidéo, on utilise énormément les couleurs et la colorimétrie aussi parce que ça véhicule effectivement une émotion qui peut être différente et en fait tout ce qui est vraiment mis en place, que ce soit le décor, le vêtement, la couleur qui est utilisée par des lumières, couleurs chaudes ou froides, va en fait être cohérente pour véhiculer justement et véhiculer, renforcer en fait le message de la personne ou de l'acteur. Donc vraiment on utilise les mêmes techniques et la couleur c'est extrêmement vêtements, couleurs, c'est extrêmement important. Et pas que couleur d'ailleurs, mais type de vêtements, manière de le porter effectivement. Et tout ça doit être toujours dans un seul but, c'est la cohérence. La cohérence en fait du message véhiculé et aussi à quelle audience tu t'adresses. Ouais. Après, j'en reviens quand même à cette authenticité où c'est important, parce qu'on pourrait dire, OK, en fonction de l'audience, tu vas t'habiller plutôt comme ci ou comme ça. Oui, tu peux un peu adapter, mais c'est important de quand même rester fidèle à qui tu es. Et donc, OK, tu vas faire une présentation devant 50 chefs d'entreprise, hommes, et en fonction de ça, tu vas dire, je vais mettre un tailleur pour être professionnel, machin. Ou tu pourrais aussi dire, moi, mon style, c'est haut coloré, jean et basket blanche. Et si vraiment le fond de ce que tu racontes est bon et pertinent, a priori, en fait, ce qui va se passer, c'est que les gens vont dire, ils vont voir arriver, ils vont dire, celle-là, elle n'est pas pro. Et puis, ils vont t'écouter, ils vont faire, ah ouais,
en fait, non seulement elle est pro, enfin, elle sait de quoi elle parle, mais en plus, elle est cool. Tu vois. Et elle n'a pas essayé de jouer un jeu de oui, je suis professionnelle. Nan. Donc voilà, c'est un juste équilibre à trouver. Et au final, le meilleur indicateur, c'est est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens bien dans mes baskets ou dans mes talons? Bien pour parler, bien pour être capable de tenir ton discours jusqu'au bout avec confiance. Ouais. Et comment tu fais pour que les gens se souviennent de toi après une prise de parole en public, à part ce qu'on a dit justement, faire appel à l'émotion, ou alors si tu veux renforcer le fait de faire appel à l'émotion, comment tu fais pour qu'ils se disent tiens, d'abord qu'ils se souviennent de toi et puis qu'ils aient envie de te recontacter plus tard s'ils ont justement une problématique dans le domaine dans lequel tu as pris la parole en public? Ouais. Alors, il y a des techniques commerciales, on va dire, des techniques de vente commerciale, marketing. Typiquement, intégrer un call to action, donc un appel à l'action à la fin de ta présentation. Faire en sorte que, soit c'est juste un call to action oral, en disant, voilà, venez me voir tout à l'heure si ça vous intéresse, si vous avez des questions, si vous voulez discuter de ceci, cela. Ça peut aussi être, scannez le QR code et vous serez redirigé vers machin, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter pour avoir des news, etc., etc. Donc, il y a plein de petites techniques comme ça c'est sûr. Après, là, le but, c'est de vraiment, récupérer, on est d'accord, l'adresse email de la personne pour après, ensuite, continuer à rester en lien avec elle. ouais, par exemple. Maintenant, franchement, moi, j'ai même pas encore vraiment tellement fait usage de cette pratique-là, parce que je crois sincèrement que la meilleure manière pour les gens de se rappeler de toi, c'est au travers de 2 choses. La première, c'est sois utile. Donne de la valeur. Si tu es là juste pour parler de toi et montrer ton ego et te pavaner sur scène, voilà, sois utile et sois clair par rapport à la valeur que tu peux apporter aux gens. Pour que les gens se disent, ah tiens, ce qu'elle a dit, c'était intéressant, ça pourrait m'intéresser, je vais le noter dans mon carnet ou dans mon agenda et le jour où j'ai besoin, je la rappelle. Le héros, Ça, c'est l'audience, en fait. voilà, ça c'est la Mm. première chose. Mm. La deuxième manière de faire en sorte que les gens te rappellent de toi, c'est d'être sympa, en fait. C'est d'être sympathique, tout simplement. De ne pas être là tout coincé, tout crispé, de ne pas être là non plus en mode super arrogant. Et voilà, je veux dire, finalement, tu as en face de toi quelqu'un qui est pertinent dans ce qu'il raconte et qui est sympa et approachable. Je ne sais pas si le terme français c'est approchable, mais en tout cas, voilà, facile à accoster, cool, quoi. Bah voilà, en fait, les gens se disent, bah, moi, j'ai passé un moment instructif et agréable. Bah, c'est tout. Et en fait, ça paraît simple, mais il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, qui pratiquent ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à… Soit tu as des gens hyper pertinents qui sont là, qui te donnent du pâté, genre c'est hyper pertinent ce qu'ils racontent, etc., mais c'est d'une densité et d'une lourdeur pas évident. Et donc, tu te dis, ah, c'était très intéressant, mais là, je suis fatiguée, quoi. Là, je suis fatiguée, je vais rentrer. Très intéressant, mais là, j'ai rien compris. On peut reprendre. Voilà, ça. Ou tu as des gens qui sont très cool, très sympas, on a passé un bon moment, c'était très divertissant, mais si tu regardes vraiment dans le fond, est-ce que concrètement, j'ai appris des choses? Bof. Et donc, c'est ça que je dis toujours dans la prise de parole en public, le fond et la forme. C'est hyper important d'avoir les deux, parce que sinon, tu es un expert chiant ou tu es un clown vide. Donc, c'est hyper important d'avoir les deux. Et c'est comme ça que les gens se rappellent de toi. Et tu n'as pas besoin forcément d'aller faire les techniques de je vais faire un call to action, je vais essayer d'avoir un maximum d'inscrits à ma newsletter, nanana, ou je vais faire de l'humour. Alors que si tu n'es pas quelqu'un qui est drôle ou qui aime l'humour, n'essaye pas de faire de l'humour parce qu'on t'a dit ouais, il faut que tu suscites de l'émotion, il faut que tu fasses rire les gens. Il n'y a pas de il faut. C'est juste sois toi-même, sois utile et sois sympa. Basta. Ouais. On va revenir un instant sur le son. Comme on disait avant que si tu ne peux pas captiver une audience, et d'ailleurs elle n'écoute pas ton message si ton son est mauvais, est-ce qu'il y a des techniques à connaître pour avoir une belle voix que les gens ont envie d'écouter?
Bon, déjà, ta voix, elle est comme elle est. Donc, ça ne sert à rien de s'acharner et de dire « Ah, j'aime pas ma voix ». Bon, ça, accepte. 2, la voix, c'est le miroir de ta confiance en toi. Donc, dans ta voix, on va entendre si tu as confiance, si tu as peur, si tu es stressé, si tu n'es pas à l'aise, si tu n'es pas sûr de toi. On va le sentir. Ça s'entend, c'est comme ça. Donc, la première chose à faire pour avoir une bonne voix, c'est d'avoir confiance en toi. Ça, c'est la première chose. Et pour avoir confiance en toi, il faut être préparé. Il faut connaître son sujet. Il faut maîtriser. Ça, c'est la première chose. Et tu vois, de nouveau, hein, oui, est-ce qu'il y a des techniques pour avoir une bonne voix? Ouais, mais avant d'aller dans la technique, recentre-toi sur toi. L'essentiel. Ça, c'est une chose. Maintenant, si on veut vraiment aller dans la technique, la monotonie, c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est la monotonie. Ça veut dire que si je te parle comme ça et que je te raconte des histoires et qu'en fait, j'ai la voix tout à fait monotone et pas très énergique, et en fait, on dirait que j'en ai un peu rien à foutre d'être là. Et encore, même moi, j'ai tellement du mal parce que naturellement, je pense que ma voix a tendance à chantonner pas mal. Mais ça, c'est un peu l'astuce, quoi. Donc, éviter la monotonie et faire chanter sa voix. Faire chanter sa voix et se rendre compte, ne serait-ce qu'avec un piano sur ton… Tu sais, il y a des petites applications piano sur ton téléphone. Juste se rendre compte à quel point est-ce que je peux descendre bas dans ma voix et à quel point je peux monter très juste pour se rendre compte qu'il y a un écart très, très large. Tu peux jouer avec ça. Tu peux jouer, tu peux chanter en parlant. Et donc, je ne sais pas, prendre des cours de chant, ça peut être quelque chose. Et alors, en fait, j'ai découvert aussi il y a quelques mois qu'il existe des language therapists, donc des thérapeutes du langage ou des thérapeutes de la voix. Et donc, ils vont vraiment travailler spécifiquement la voix. Et donc, typiquement, je n'ai pas encore eu l'occasion ici, mais typiquement, moi, je pourrais, si j'ai un client qui me dit, moi, j'ai vraiment un problème avec ma voix, spécifiquement, je pourrais l'envoyer chez ce thérapeute de la voix pour travailler ça spécifiquement. Et cette thérapeute de la voix, ben, à mon avis, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va probablement travailler aussi sur la confiance en soi. Et c'est ça qui va jouer. Maintenant, il y a des petites choses. Tu parles de la voix, mais il n'y a pas que la voix, il y a aussi la bouche, en fait, hein, de manière générale, la diction. Le fait de parler en articulant correctement, ça joue aussi. Parce que tu peux avoir une jolie voix chantonnante, mais si on ne comprend pas très bien, pas top non plus. Et si on parle justement des problèmes par rapport à la voix, vaut mieux parler dans sa langue d'origine, ou est-ce qu'il y a un travail spécifique à faire quand on veut prendre la parole en public dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle? Je recommande quand même vraiment d'opter pour sa langue maternelle. Pourquoi? De nouveau, parce qu'on est plus à l'aise et donc on a plus confiance en soi et donc l'énergie passe mieux. D'accord. Aussi simple que ça. Donc vraiment, faut pas… Et de nouveau, hein, pourquoi est-ce qu'on veut… À moins qu'on n'ait vraiment pas le choix, pourquoi vouloir aller faire une présentation, par exemple, en anglais, alors que tu n'es pas du tout à l'aise en anglais? Pour l'ego. Voilà pourquoi. Ouais, moi j'ai fait une présentation en anglais. L'audience, mais si ton audience en fait est en anglais, tu vois, est-ce qu'il y a des TEDx, TEDx c'est forcément toujours en anglais? Non, pas forcément, pas du tout. TEDx Bruxelles ou TEDx Brussels, dans duquel je fais partie, c'est du français, de l'anglais et je crois aussi, soit actuellement, soit ça va venir, du néerlandais. Donc ça dépend effectivement de ton audience. D'accord. Ça dépend de ton audience. Si ton audience elle est anglophone et que tu veux vraiment, vraiment, vraiment faire cette prise de parole et que ça doit être en anglais, ok, vas-y, il n'y a pas de souci, tu vois. Juste, tu devras travailler davantage, probablement. Donc ça, c'est à prévoir. Et ne pas, attention, là, j'insiste là-dessus, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, je parle anglais, je maîtrise l'anglais, je parle très bien anglais, il n'y a pas de souci, je peux faire une présentation en anglais. » Et puis, tu les entends et en fait, c'est pas super top. Et donc, juste être conscient de ça, de nouveau mettre son ego de côté, dire voilà, j'ai vraiment envie de faire cette présentation en anglais, mais je me rends compte que mon accent, il n'est pas top, mon vocabulaire, il n'est pas top. Ok, on va travailler ça, il n'y a pas de souci. Pour ma part, je fais français, anglais, les deux.
Et donc, on travaille ça. Juste, il faut prévoir le coup. Et donc, ça va prendre un petit peu plus de temps, un petit peu plus de travail. Et comment tu fais pour arrêter de dire des mots parasites tels que voilà, il me parle beaucoup le voilà, du coup. Ouais, exactement. L'astuce, soit quand tu t'entraînes, c'est difficile de se rendre compte de ce qu'on dit soi-même parce que tu es déjà concentré à essayer de mémoriser ce que tu devais dire, tes gestes, tes machins. Si tu as l'opportunité d'avoir un public, des amis, de la famille, des collègues, devant qui tu peux répéter, demande-leur de, par exemple, noter avec une petite barre à chaque fois que tu dis du coup, en fait, alors, voilà, etc. Ou alors, tu leur demandes, c'est un petit peu plus trash, tu leur demandes de taper dans les mains à chaque fois que tu sors un mot parasite. Et tu vas assez vite te rendre compte qu'en fait, ça fait. Ils ne vont pas arrêter de taper dans les mains et tu te dis ah, c'est pas possible. Et c'est là que tu te rends compte à quel point il y en a. Troisième astuce possible, c'est d'essayer de conscientiser ça, donc de t'écouter pendant que tu parles, même si ce n'est pas facile, et de remplacer les mots parasites par des silences. Typiquement, poser la question, j'aurais pu dire bah oui, en fait, c'est simple, tu peux. Non. Silence. Prends une seconde, une demi-seconde, 2 secondes pour réfléchir à ce que tu vas dire. Fais un silence et commence ta phrase correctement, comme si c'était une phrase à l'écrit. Tu commences pas, t'écris pas en disant bah en fait, non, t'écris directement ta phrase. Donc remplace par des silences. Intéressant, intéressant. Comment tu gères le trac? Trois choses. La première, c'est ton état d'esprit. Pourquoi est-ce qu'on stresse? Pourquoi est-ce qu'on a le trac? Parce qu'on a peur. On a peur de se planter. On a peur que ce soit pas assez bon. On a peur que les gens aient un avis négatif sur ce qu'on est en train de raconter. Et tout ça, en fait, c'est lié à quoi? C'est lié au jugement. Le jugement. Pour moi, c'est l'un des pires fléaux de l'humanité. C'est pas l'alcool, le pire fléau de l'humanité. C'est le jugement. Que ce soit le jugement des autres ou l'auto-jugement ou l'attente d'un potentiel jugement des autres. Et c'est ça, en fait, le fléau. À partir du moment où tu arrives à te détacher de ça, où tu te détaches, ça va beaucoup mieux. Comment on fait pour se détacher du jugement? Eh bien, la première chose à faire, c'est de se dire, moi, je suis là parce que j'ai un sujet que je maîtrise, j'ai une idée ou des principes en lesquels je crois, et ça me tient à cœur de les partager. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. C'est ce que moi, je crois. Et je suis là pour partager. Et si vous, ça vous plaît, et que vous êtes d'accord, et que ça vous a appris quelque chose, génial, tant mieux. Mais vous avez le droit aussi de ne pas être d'accord, ou de dire ah, non, n'importe quoi, ou non, moi, ça ne me parle pas, ou je ne suis pas d'accord, ou j'ai une opinion différente. C'est OK, en fait. Je ne cherche pas à ce que tout le monde soit fan de ce que je raconte, etc. Et à partir du moment où tu te détaches de cette pression que tu te mets à toi-même de tout le monde doit absolument mener et être fan et être d'accord, s'il y a une personne que tu as impactée dans la salle ou dans les personnes qui t'écoutent, etc., c'est bon, jackpot, bingo. Ça suffit. Et en général, ce n'est pas le cas. En général, tu arrives à toucher beaucoup plus qu'une personne. Donc ça, c'est la première étape pour ne pas avoir le trac, ton état d'esprit, détaché du jugement. La deuxième chose pour ne pas avoir le trac, c'est la préparation. On en a parlé tout à l'heure. C'est hyper important d'être bien préparé, d'avoir écrit son texte ou ses bullet points, d'avoir répété, d'arriver avec des slides qui sont prêts, de savoir que tu peux aussi être prêt si jamais il y a un problème technique et que tes slides ne s'affichent pas. La préparation. Ça, c'est vraiment le deuxième grand pilier. Troisième élément pour ne pas avoir le trac, c'est la préparation mentale. La préparation mentale, voire même physique aussi. Et donc, c'est quelques petites minutes ou secondes avant de monter sur scène. Typiquement, un exercice que je recommande beaucoup, c'est la respiration. De nouveau, hein, tu vas me dire, mais on revient à des choses simples. Tout ce que je suis en train de dire là, c'est revenir à des choses simples, à l'essentiel. Respire. Et il y a des techniques de respiration qui existent pour vraiment sortir tout le stress, toute la boule au ventre là,
il y a des techniques de respiration pour évacuer ça et puis s'énergiser et monter sur scène à fond. Et là, quand tu combines ces 3 éléments, il n'y a plus de trac. Ou il y en a un tout petit peu, mais c'est du bon trac. Un peu comme il y a le bon stress et le mauvais stress. Il n'y a plus que du bon, celui qui va te dire « Ah, là, tu sais, c'est transformer le « j'ai peur et donc je ne vais pas y aller » à « j'ai peur, donc j'y vais ». Ça me fait peur, mais c'est une bonne peur. Je suis prête. Je suis prête à aller au-delà de cette peur parce que je suis préparée mentalement, dans la matière et physiquement. Et donc, go! Et donc, go. Et est-ce que tu peux nous partager quelques exercices pratiques pour s'améliorer dans la prise de parole en public? Oui, par rapport à quoi? Est-ce que tu as… La prise de confiance, maîtrise de soi, prise de confiance, ou alors la voix, des choses simples qu'on peut faire soi-même chez soi pour améliorer justement sa prise de parole. Alors, tu nous as dit… oui, je te laisse. D'accord. Alors, je vais t'en proposer quelques-uns. Donc, technique facile et rapide à mettre en place pour améliorer sa prise de parole en public, déjà chez soi tout seul. Un premier exercice, c'est l'exercice du crayon dans la bouche. Donc, typiquement, si je sais que je suis quelqu'un qui n'articule pas très bien, je vais prendre un stylo ou un crayon, je vais mettre comme ça, et je vais vraiment faire en sorte d'articuler un maximum. Et pour les gens qui ne savent pas articuler ou qui n'ont pas une super diction, faites ça et exagérez votre articulation. Et après, au plus vous allez le faire, au plus ça va devenir un peu naturel. Deuxième exercice possible, c'est par rapport au regard. Le regard, c'est hyper important. Comme la voix traduit ta confiance en toi, le regard également. Si quand je parle, je suis la tête baissée et que je regarde vers le bas, on sent que je n'ai pas confiance et je ne connecte pas avec mon audience. Or, c'est hyper important. Typiquement, un exercice à faire par rapport à ça, ça dépend des personnes. Soit tu vas regarder les gens dans les yeux, donc vraiment tu te forces à regarder les gens à gauche, au milieu, à droite, au fond de la salle, devant. Et comme ça, tu t'assures de vraiment passer de personne en personne et les gens ont vraiment l'impression que tu t'adresses à eux, même s'il y a 1000 personnes dans la salle. Là, c'est à moi qu'elle est en train de parler, quoi. Et ça fait plaisir. Et le fait que quelqu'un se sente directement adressé, les autres vont regarder et il y a un truc qui se passe, quoi. Il y a un truc qui se passe. Autre option, c'est si tu ne vois pas les gens dans la salle, parce qu'en général, il y a de la lumière et donc la salle est noire, ou que tu n'oses pas, tu n'es pas trop à l'aise de regarder les gens dans les yeux, à ce moment-là, tu regardes de loin et tu balayes. Tu balayes de gauche à droite. Mais c'est vraiment ça l'astuce principale, en fait. C'est de nouveau, l'audience, c'est le plus important. Et donc, c'est de ne négliger personne. Et bien considérer les gens qui sont devant, derrière, à gauche, à droite, au milieu. Ça, c'était la deuxième astuce. Troisième astuce pour la route, c'est au niveau de la respiration. On parlait tout à l'heure de trac, comment gérer le trac. Ça peut se faire notamment au niveau de la préparation mentale et ça va, entre autres aussi, à partir de la respiration. C'est l'exercice de la paille. Ça veut dire que tu vas, quand tu respires, tu vas inspirer en gonflant ton ventre. Essaye de le faire si tu veux en live là. Donc, on va se taire là pendant quelques secondes. On va inspirer et gonfler le ventre. Je préviens que c'est un peu contre-intuitif, c'est un peu bizarre, mais essaye de le faire. On y va. Et en fait, tu vas essayer d'inspirer le plus longtemps et le plus possible. Tu vas gonfler le ventre, puis tu vas aussi un peu gonfler le thorax, la poitrine, et essayer d'accumuler un maximum d'oxygène dans tes poumons. Mais Emna, ce ne sont pas les mêmes techniques qui sont utilisées pour justement aussi te rendre plus zen, te calmer quand tu stresses trop? Les histoires d'inspiration, d'expiration, c'est un petit peu la même chose. C'est de la méditation. C'est de la méditation. Respirer, quoi. C'est pas compliqué, c'est juste respirer. Et donc, pour méditer, pour t'endormir, pour évacuer le stress, la boule au ventre, avant de passer un examen, c'est tout bête, hein. Donc, c'est vraiment des techniques de base. Et donc, tu inspires en gonflant le ventre,
en essayant de mettre le maximum d'oxygène dans tes poumons. Le maximum. Quand tu es au maximum, tu bloques. Tu bloques pendant 2-3 secondes. Donc, tu comptes jusqu'à 3. Donc, je t'explique d'abord et après, on peut le faire. Une fois que tu as bloqué et que vraiment, tu n'en peux plus, vraiment, tu es en mode là, il faut que je souffle. Là, tu commences à souffler, mais tu ne fais pas le ballon qui se dégonfle en une fois. Tu vas faire comme si tu avais une paille et que tu soufflais dans la paille tout doucement. Et tu entends le bruit tu entends ce petit bruit et tu vas souffler continuellement et en même temps que tu souffles, tu rentres le ventre. Tu le rentres, mais à fond. Limite, tu es courbé, tu as tes épaules qui vont en avant jusqu'à ce que tu te rendes j'ai plus rien. J'ai plus rien du tout. J'ai plus rien du tout. Je suis vide. Et tu recommences 2, 3, 4 fois et tu verras que après X fois, la boule au ventre, elle aura tout au moins diminué, si pas disparu. Génial, merci pour les techniques. On va partir sur un autre point, TEDx Bruxelles. Tu nous as un petit peu parlé de TEDx Bruxelles. Comment faire pour participer à un TEDx? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Si oui, où? Tu peux nous en parler un petit peu? Parce que tu organises ça et tu prépares aux gens qui veulent justement participer à un TEDx. Et si tu peux nous faire un point aussi, quel est l'intérêt et pour qui ça va vraiment être bénéfique, justement, dans l'acquisition de clients ou dans la visibilité dont on a parlé avant, ensemble? Ouais. Alors, je vais tout de suite casser le mythe, sorry. C'est pas parce que tu fais un TEDx que tu vas devenir une star renommée internationale et que ton business va boomer. Voilà. Ça, c'est fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient le fait de faire une conférence TEDx comme le Saint Graal. C'est moi, je rêve de ça. Et le jour où je serai passée sur ce tapis rouge, ma carrière va décoller. Non. Sauf si. Mais ce n'est pas un automatisme. Comment faire pour participer, donner une conférence TEDx? Que ce soit TEDx Bruxelles ou TEDx de manière générale, mais je vais m'exprimer au nom de TEDx Bruxelles parce que c'est l'organisation dans laquelle je suis active. La première chose, le premier critère à savoir, c'est que les orateurs vont être sélectionnés en fonction de leur idée. C'est ce qu'on appelle la big idea. Pourquoi? Parce que le but de TEDx de manière générale et TED, donc TED qui est l'entité mère aux États-Unis, et puis TEDx, donc TEDx Bruxelles, donc ce sont toutes les petites franchises, on va dire, dans le monde entier. Le but, le slogan, c'est Ideas Worth Spreading. Donc, ce sont des idées qui valent le coup d'être diffusées. Et donc, ce qu'on veut ici, c'est pas de répétition. On veut quelque chose, on veut des idées nouvelles, on veut des idées en fait qui peuvent potentiellement changer le monde, des idées qui sont pertinentes au niveau local. Donc, par exemple, à Bruxelles, on va partir d'un challenge bruxellois, mais que ça puisse avoir aussi une résonance avec le monde entier. Typiquement, comment faire en sorte que Bruxelles soit une ville plus avec une mobilité plus douce. Ok? C'est par rapport à Bruxelles spécifiquement, mais ça peut résonner dans le monde entier, la mobilité douce. Donc ça, c'est vraiment le critère le plus important, c'est la big idea. Donc, pas besoin de postuler, enfin, vous pouvez bien sûr, mais si vous postulez pour donner une conférence, mais que c'est un sujet qui est vu, revu, connu, qui a déjà été couvert 1 milliard de fois, et ça, vous pouvez le vérifier en allant voir tout simplement sur le site de TED ou la chaîne YouTube, bah voilà. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être en phase avec son temps et que les idées soient tout le temps nouvelles et qu'elles contribuent à améliorer la société de manière générale, locale et globale. Donc ça, c'est vraiment un critère. Après, comment vous pouvez faire pour postuler? Au niveau de TEDx Bruxelles, en tout cas, il suffit d'aller sur le site web et il y a un formulaire à remplir ou de s'adresser à quelqu'un qui fait partie de l'organisation, remplir le formulaire et on vous demandera probablement votre big idea en 3 à 5 lignes. Donc, préparez votre big idea en 3 à 5 lignes. Et puis voilà, et puis on discute avec vous et on voit dans quelle mesure est-ce que ça s'intègre bien dans le programme de l'événement en question.
Est-ce qu'il n'y a pas des redondances avec d'autres speakers? Est-ce qu'il y a une forme de diversité, hein, histoire d'avoir un équilibre entre hommes, femmes, jeunes, vieux, venant de telle discipline ou autre? Est-ce qu'on aime bien aussi avoir un mix entre des conférences, je vais dire, pures et dures, et des performances? Donc, une conférence TEDx, ça peut aussi être une performance. Ça peut être au travers d'une performance musicale ou de… Comment on appelle ça, les spectacles avec les draps? Enfin bref, ça peut vraiment être des choses assez variées. Et il y a des choses très, très originales, mais il y a un message derrière. Il y a un message avec des idées derrière. Ça peut passer aussi. Voilà, donc TEDx, c'est pour tout le monde. Et ce n'est certainement pas pour des gens qui sont déjà connus ou reconnus. Ça peut vraiment être quelqu'un de complètement inconnu, jeune, vieux, issu de tel ou tel endroit, avec telle ou telle connaissance, qui peut postuler, tant qu'il y a une big idea, nouvelle, novatrice, innovante. D'accord, intéressant. Je vais revenir sur un autre sujet dont on a un petit peu parlé avant, c'est le terme de modératrice, maîtresse de cérémonie. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans cette thématique et nous expliquer la différence entre une modératrice, une maîtresse de cérémonie? Parce que c'est un métier dont on n'entend jamais parler. Donc, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que ça s'apparente à une présentatrice, animatrice ou journaliste? Voilà. Ouais. Merci pour la question. J'apprécie beaucoup parce qu'effectivement, on n'en parle pas beaucoup. On n'entend pas parler de ce métier. Je pense qu'il n'est pas très… En fait, je pense que mon métier, de manière générale, hein, cette spécialisation dans la prise de parole en public et dans le cadre professionnel et plus spécifiquement dans le cadre business, ce n'est pas un métier fort répandu. Tant mieux. Tant mieux, ouais. Voilà, tant mieux parce qu'il y a un besoin et du coup, voilà, je suis contente de pouvoir y répondre. Donc, comme je disais au tout début, il y a deux pôles dans mon métier. Il y a la pratique et l'enseignement. L'enseignement, on en a pas mal parlé, c'est le coaching, les ateliers, etc. Et puis, il y a la partie pratique où là intervient ce terme de modératrice, maîtresse de cérémonie. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En tout cas, je vais donner ma définition, en tout cas. Hein, c'est comment moi je le vois. Mais tu relis les deux, toi. Modératrice, c'est maîtresse de cérémonie. Non, je fais une différence. D'accord. Je fais une différence. Donc, maîtresse de cérémonie. En fait, dans maîtresse de cérémonie et modératrice, moi, je mets ça dans le pôle professionnel, donc dans le monde des entreprises, dans le monde du business. C'est un peu équivalent à présentatrice et animatrice dans le monde général. Donc, tu vois, présenter la météo, présenter une émission à la télé, The Voice, etc., etc. Ici, c'est la même chose, mais dans un cadre professionnel et entrepreneurial ou entreprise. Et la différence entre maîtresse de cérémonie et modératrice, c'est que la maîtresse de cérémonie va principalement présenter l'événement, donc ouvrir l'événement, annoncer les personnes qui vont venir s'exprimer sur scène, s'assurer que le temps est imparti est bien respecté, venir animer de temps en temps et donner une petite blague, une petite intervention, donner vie à tout ça, et puis clôturer l'événement. Donc, c'est un peu l'équivalent d'un présentateur ou d'une présentatrice dans le monde de tous les jours, entre guillemets. La modératrice, elle, ou le modérateur, c'est quelqu'un qui va modérer un panel de discussion ou une interview. Et donc ici, c'est typiquement le comité de direction d'une entreprise qui fait son événement annuel, qui veut s'exprimer en face de tous ses employés et qui voudrait avoir quelqu'un qui gère un peu le débat. Et c'est là que j'interviens. Et souvent, la raison pour laquelle ce métier n'est pas beaucoup répandu, c'est que souvent, on demande à quelqu'un d'interne à l'entreprise de faire ça. On dit, ouais, Georges, toi, t'aimes bien être sur scène, hein? Allez, tu vas faire ça. Et en fait, bien qu'il n'y ait pas de mal avec ça, c'est pas son métier. Et il n'a pas le temps parce qu'il est déjà employé dans l'entreprise. Or, pour avoir quelque chose de vraiment qualitatif, ça prend du temps, ça prend de la préparation. Et donc, c'est vraiment une combinaison entre la préparation et un peu le talent aussi scénique. Et souvent, en fait, on prend les gens, toi, tu es à l'aise sur scène et tout, tu aimes bien faire des blagues, tu aimes bien discuter avec les gens. Ouais. Ok, mais la préparation, elle est là aussi. Elle est importante. Et il y a des techniques aussi de modération.
Donc, c'est ça la différence entre maîtresse de cérémonie, qu'on appelle aussi MC. Aux États-Unis, là, il n'y a pas de discussion. Là, tu dis MC, les gens savent de quoi tu parles. En Europe et en Belgique, c'est beaucoup moins connu. Si je dis MC, les gens ne savent pas ce que je fais. Si je dis maîtresse de cérémonie, peut-être, quoique, ils vont dire « Ah, tu vas faire ça pour un mariage, pour des amis ?» Non, c'est pour un événement d'entreprise professionnelle. Donc voilà, donc c'est cool et je te remercie pour la question parce que j'ai envie aussi de faire connaître ce métier pour que les événements d'entreprise et professionnels soient de meilleure qualité, qu'on arrête de prendre l'employé qui va faire ça en mode ah, c'est le petit truc sympa, en plus comme ça je suis sur scène et tout le monde me voit. Non, c'est important de bien préparer ça pour s'assurer que les messages passent bien, que c'est dans le temps imparti, que c'est intéressant, pertinent pour les employés ou pour les gens qui regardent. C'est vraiment ça finalement l'essence de mon métier de manière générale, c'est faire en sorte que le monde de l'événementiel professionnel monte d'un niveau en termes de qualité pour que toutes les parties prenantes, que ce soit les organisateurs d'événements, les experts qui viennent s'exprimer et les participants, se disent « ça valait le coup, ça valait mon temps, mon énergie et mon argent ». C'est tellement important. Et si tu avais un bon conseil à donner, un seul conseil qu'on devrait retenir, ce serait lequel? Par rapport à quoi? Par rapport à prendre la parole en public, si tu as un conseil à donner, une seule action à faire pour ressortir de ce podcast avec un conseil qu'il faut retenir. Ouais. Bon, je vais en faire deux en un. Je dirais, première chose, l'audience. L'audience, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Vous n'êtes pas là pour vous, vous êtes là pour donner de la valeur aux autres. Ça, c'est vraiment le but. Ensuite, dans le comment faire ça, soyez conscient que c'est hyper important d'avoir le juste équilibre et de travailler sur et le fond et la forme. Donc, sur votre texte, sur votre structure, sur la pertinence de ce que vous racontez, sur la manière dont vous allez le véhiculer et sur la forme, c'est-à-dire la présence scénique, le fait d'être à l'aise, la confiance en soi. Si vous n'avez que l'un des deux, il va y avoir un vide d'une manière ou d'une autre. Donc, travaillez les deux en même temps. Voilà, ça, c'est vraiment l'essentiel de ce qu'il faut bien comprendre et intégrer et appliquer pour avoir une bonne prise de parole en public. Et bien sûr, il y a plein d'autres choses. Mais bon. Est-ce que tu as quelques ressources, justement, pour appliquer ça, que tu peux conseiller? Ouais. Ou quelques films, en fait. Ouais, bah, j'aime beaucoup les films, en fait. J'aime beaucoup les films. Un film que j'ai adoré, c'est Le discours d'un roi. C'est par rapport à un roi le roi d'Angleterre qui bégayait. Je crois qu'on l'appelle aussi le roi bègue. C'était un roi qui bégayait et c'est quand même assez problématique. Et à part bégayer, tétanisé, pas confiance en lui, voilà, pas sentiment qu'il n'est pas à sa place, syndrome de l'imposteur, etc. Et en fait, le film raconte l'histoire de comment ce roi a rencontré avant, je ne pense pas qu'on appelait ça comme ça, mais un coach de prise de parole en public. Il l'a vraiment accompagné dans tout ce processus pour qu'il prenne sa place en tant que roi au travers de la prise de parole en public. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça a changé sa vie et sa vie intérieure. Donc, comment lui, il se sent mieux, avec plus d'estime de soi, avec de la confiance en soi. Et du coup, sa relation avec sa femme et ses enfants s'est améliorée. Et vis-à-vis de l'extérieur, où il a été perçu comme un roi digne, qui savait prendre des décisions et les annoncer. Donc, magnifique film, vraiment. Donc ça, je recommande, c'est très, très beau. Un autre film que j'ai bien aimé, qui est un film documentaire, c'est À voix haute. C'est français. Et ça explique les épreuves orales à l'université, je crois, ou dans les études supérieures, parce que je pense qu'en France, la maîtrise de la prise de parole en public et l'expression orale est beaucoup plus considérée, mise en avant et travaillée qu'en Belgique ou Luxembourg ou autre. Et donc, c'est un peu l'histoire d'un professeur qui est avocat à la base, qui forme ses étudiants au grand concours de l'oral de fin d'année en France.
Et c'est très beau aussi parce que c'est très authentique. C'est du vrai, c'est une histoire vraie, ça s'est vraiment passé, c'est plus un documentaire qu'un film. Et, c'est vraiment chouette, quoi. En termes de livres, il y a le livre qui s'appelle La parole est un sport de combat, qui est très, très chouette. Alors, je voudrais juste m'assurer de l'auteur pour pas dire n'importe quoi. Bertrand Perrier. Bertrand Perrier qui est l'auteur et qui a écrit ce livre qui est très, très chouette avec beaucoup d'exercices aussi. Et un autre livre, pourquoi pas, pour les gens qui sont intéressés par tout ce qui est conférence TED et TEDx, c'est le livre de Chris Anderson, qui est le créateur, le fondateur de TED. Et là aussi, je vais juste revérifier le titre exact. Je pense que c'est tout simplement… Et là, si tu peux juste nous dire aussi si tu le conseilles en anglais ou en français. Parce que je sais qu'il y a les deux versions. Moi, j'aime toujours bien la version originale, hein, que ce soit dans les films ou les livres. Mais de nouveau, il ne s'agit pas de ce que moi je conseille, il s'agit de qu'est-ce qui est bon pour vous. Et donc, si une personne n'est pas forcément hyper à l'aise en anglais ou de lire en anglais, ça ne sert à rien de… Ou si elle s'apprête à faire des prises de parole en français, autant lire le livre en français. Ça sera simplement plus assimilé, mieux assimilé. Voilà. Ils avaient une masterclass qui était rattachée quand on achetait le livre. On pouvait également acheter une masterclass TEDx pour s'entraîner avec des cours en ligne. Je crois qu'ils viennent de l'arrêter récemment, la semaine dernière, à voir. Mais on pouvait faire les deux en parallèle. Et il me semble que l'application TEDx qu'ils avaient… Ah bah d'ailleurs, c'est sûr, l'application TEDx qui était disponible sur iPhone avec justement les cours et une partie du livre, en fait, et ils viennent de l'arrêter. Allez, le livre en version papier. Ah ouais, dommage, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, mais il existe plein d'autres ressources. Hein. Vraiment, il existe plein de ressources. Donc, allez-y. Moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est vraiment formez-vous à la prise de parole en public parce que ça vaut le coup, parce que c'est pas une question. Enfin, l'impact est beaucoup plus large que ce qu'on croit. C'est pas juste j'ai un pitch à donner pour une levée de fonds, je vais me former en prise de parole en public. L'impact peut être tellement plus grand en termes d'estime de soi, en termes de confiance en soi, en termes de l'image qu'on véhicule et en termes de décollage de carrière, qu'on soit employé ou indépendant ou dirigeant. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Et c'est un bel outil marketing aussi. Enfin bref, la prise de parole en public, c'est un bijou, quoi. C'est un bijou c'est un diamant que les gens n'ont pas encore découvert et dont ils ne se rendent pas compte de la valeur. Donc vraiment, je vous encourage à aller vers ça. Et justement, pour le mot de la fin, pour les gens qui veulent aller vers ça, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter, te suivre et travailler avec toi? Eh bien, tout simplement, vous savez, aujourd'hui, c'est pas très compliqué. Hein. Si on veut contacter quelqu'un, c'est devenu très facile. Donc, mon nom, mon prénom, mon nom plutôt, Emna Chaouch. Donc, Emna et pas Emma. Vous tapez tout simplement ça dans Google et vous allez tomber sur mon site web ou alors vous allez directement sur 3 fois. Je vais mettre le lien. Là, je vais mettre le lien sur le podcast et je vais mettre le lien de ton site et voilà. Bah oui, aussi simple que ça. Donc, simplement le site web emna-chaouch.com. Je suis très active sur LinkedIn. Parfois, c'est moi qui suis active. Parfois aussi, c'est les gens qui postent en me taguant. Et donc j'atterris dans pas mal de fils d'actualité. Et là, je partage pas mal de choses par rapport à la prise de parole en public, mais aussi par rapport à l'entrepreneuriat de manière générale et le solopreneuriat, puisque c'est un petit peu ma posture. Je me considère comme solopreneur et speakerpreneur. Donc voilà, il y a vraiment plein de chouettes petites choses qui sont postées régulièrement. Pas hésiter à me contacter aussi sur LinkedIn. Et puis, je suis en train de créer ma chaîne YouTube. Donc, tapez Emna Chaouch YouTube, vous tomberez sur quelques trucs aussi. Et puis, on verra pour la suite. Hein. Peut-être que d'autres canaux arriveront. Mais voilà, l'idée, c'est de pas trop… Ça ne sert à rien de se disperser non plus. Hein. On parlait de marketing tout à l'heure. Ça ne sert à rien de se disperser. Venez voir les conférences, qu'elles soient en ligne, en présentiel. Venez aux événements que je vais potentiellement modérer. Inscrivez-vous à des ateliers que je vais donner bientôt en grand public. Il y aura des bootcamps qui vont sortir. Il y aura des week-ends d'immersion. Enfin, voilà, quoi, tout simplement. Soyez au courant. Il n'y a pas encore de newsletter. Et ça, je pense que c'est assez pratique. Mais le jour où il y en aura une, ça se saura aussi sur les réseaux. Et donc, voilà. Génial. Merci Emna. Merci d'être venue.
pour ce live. Et, Merci et pour l'invitation, merci, Émilie, et pour ton intérêt. génial. Trop, trop chouette. Merci, et merci à l'audience. À bientôt. Ciao, ciao!